Bonjour et bienvenue à la présentation de la Commission canadienne de tourisme sur les grandes tendances et possibilités pour l'industrie touristique canadienne. Mon nom est Catherine Mulligan et je suis l'analyste principale des politiques et stratèges en communication de la société. En premier lieu, question technique s'il y a parmi vous qui ont de la difficulté à accéder au site de la présentation. Ceci est disponible sur SlideShare. Si vous visualisez la présentation sur SlideShare, trouvez le lien à slideshare.net CTC-CCT. Je vous invite à demeurer en ligne pour écouter la présentation. J'aimerais maintenant vous présenter l'équipe de la CCT qui nous accompagne pour cette présentation qui vous provient de Vancouver. Paul Nursey est le vice-président responsable à la CCT de la gestion stratégique, de la recherche et des communications générales. Michel Dubreuil est gestionnaire de la recherche. Nous accepterons vos questions tout au long de la présentation et nous prévoyons avoir assez de temps pour répondre au plus grand nombre possible de vos questions. Je passe maintenant le micro à Michel. Merci Kate. Bonjour tout le monde et merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire un survol à haute altitude des grandes tendances et possibilités émergentes qui vont façonner le tourisme à court, moyen et long terme. Notre analyse de contexte, qui vous offre un regard prospectif vers l'horizon, vers 2014 et au-delà, est le résultat d'une vaste recherche et de nombreuses consultations desquelles nous avons saisi et distillé les points saillants. Nous espérons que ce que nous vous avons préparé pour aujourd'hui sera utile, certainement à titre d'information, mais aussi pour soutenir votre planification d'affaires au cours des prochaines années. En premier lieu, j'aimerais vous introduire à notre cadre d'analyse aujourd'hui. Juste pour vous introduire un petit peu comment est-ce qu'on a produit ces analyses. Notre analyse de contexte est un exercice qui vise à identifier et à cerner les facteurs les plus influents qui façonneront le tourisme canadien au cours de la prochaine année et des années subséquentes. Pour nous faciliter la tâche, nous avons adopté le cadre d'analyse connu sous l'acronyme PESTEL et qui vise à identifier les facteurs d'influence sur le tourisme, ceux qui vont mouler notre environnement d'exploitation. Les facteurs influents qui nous intéressent peuvent être d'origine politique, d'origine économique, sociaux, technologiques, environnementales et légaux. Nous identifions ceux-ci par le biais de la littérature et au cours de nos consultations. Vous allez sans doute reconnaître plusieurs de ces facteurs au fil et à mesure de la présentation. La présentation est structurée comme suit. Je vais débuter avec un survol du contexte économique global pour ensuite poursuivre avec les tendances au niveau du voyageur. En 2012, nous avons franchi d'importants jalons. En octobre dernier, Facebook a dépassé le cap du milliard d'utilisateurs actifs, ce qui confirme ainsi l'incontestable importance des médias sociaux. Puis en décembre, nous avons dépassé le seuil du milliard d'arrivées de touristes dans le monde selon l'Organisation mondiale du tourisme. Un jalon qui est particulièrement remarquable étant donné les perturbations socio-économiques qui ont caractérisé les dernières années. 2013 va certainement nous amener son lot de nouveaux défis et de nouvelles perspectives d'affaires pour le tourisme. Vous avez ici plusieurs événements d'importance qui vont parsemer le calendrier en 2013. Certains sont des facteurs de nature politique. Ici, on pense aux élections en Allemagne, des confirmations de mandats présidentiels aux États-Unis et en Chine. Certains peuvent avoir des facteurs de nature sportive. Ici, on pense à la Coupe des confédérations de soccer qui se tiendra au Brésil en juin prochain et qui sera suivie dans ce pays de la Coupe mondiale de soccer en 2014, des Olympiques d'été en 2016. Beaucoup d'attention va se porter vers le Brésil. Il y aura aussi certainement d'autres types de facteurs qui jalonneront notre parcours en 2013. L'important pour nous va être de bien comprendre l'influence de ces événements, l'influence qu'ils auront sur notre environnement d'exploitation, afin d'anticiper les perspectives d'avenir, d'en profiter et d'atténuer les défis qui invariablement se présenteront et qui seront de nature peut-être plus problématique. En parlant justement des défis, l'un des facteurs les plus influents sur le tourisme à l'heure actuelle est la léthargie qui caractérise l'économie mondiale. Une économie qui tarde à reprendre force, mais qui se dirige malgré tout dans la bonne direction
comme en témoignent généralement les stabilités des grandes économies américaines, européennes et chinoises. Ici, on pense au gouffre budgétaire aux États-Unis qui a été évité, à la crise de la dette publique dans la zone européenne qu'on maintient quand même bien, et sur les effets que ces facteurs ont sur l'économie chinoise. Au travers de cette léthargie économique, nous composons avec des coûts énergétiques élevés, mais stables, ainsi qu'une devise canadienne qui est forte, mais également stable. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette situation? À l'instar de l'incertitude qui caractérisait l'économie mondiale suite à la crise économique de 2008 et qui avait pour effet de figer la consommation, particulièrement celle des voyageurs, une nouvelle norme de stabilité semble maintenant avoir remplacé cette incertitude. C'est une situation qui est beaucoup plus favorable à la consommation et à la reprise des voyages. Vu l'importance que représente le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, la situation économique européenne est pour nous d'un intérêt particulier. L'Union européenne poursuit un lent ralentissement de son économie, mais dans un climat d'incertitude prolongée. L'économie de la zone euro connaîtra vraisemblablement une année de récession en 2013, avec une baisse anticipée de son produit intérieur brut de 0,2%. Malgré tout, une nouvelle positive pour nous est que l'économie allemande demeure toujours aussi robuste, tout comme celle de la France, qui démontre une résilience toujours aussi remarquable. L'Allemagne et la France contribuent une certaine stabilité à la zone européenne et ils devraient tous deux afficher une légère amélioration de leur taux de croissance en 2013. Tout d'ailleurs comme le Royaume-Uni, dont l'économie continue, lentement mais progressivement, de faire des gains, et ce malgré les mesures d'austérité qui s'y poursuivent. Ces marchés demeurent et vont continuer à être des marchés d'importance primordiale pour l'industrie touristique canadienne. La Chine, tant qu'à elle, s'impose de plus en plus comme chef de file de l'économie mondiale. Mais dû à sa dépendance sur les exportations vers les États-Unis et l'Europe, sa croissance économique se poursuit à une cadence réduite. Trois enjeux principaux à surveiller pour la Chine sont la croissance prévue est liée à une reprise aux États-Unis et dans la zone euro. Deux, un nouveau leadership prend la barre de la deuxième plus importante économie au monde. Alors, on peut s'attendre à des changements avec les implications que ça représentera, que ce soit au niveau politique, social, économique. On parle de plus en plus aussi d'un engagement concerté de la Chine pour faire pivoter son économie, axée jusqu'à maintenant sur l'exportation, vers une économie misant de plus en plus sur une croissance intérieure et incitant les gens à utiliser leur économie personnelle. Avec une croissance moyenne d'arrivée de touristes au Canada de plus de 20% au cours des 3 dernières années, la Chine est rapidement en train de s'imposer comme un de nos marchés principaux. Et d'ailleurs, nous entrevoyons la poursuite de cette croissance en provenant de la Chine en 2013. Le tableau suivant présente justement nos prévisions pour 2013. Cette année, nous entrevoyons une hausse d'environ 2% sur le nombre de touristes en provenance de nos marchés cibles outre-mer et de plus de 3% sur les revenus attribuables à ces visiteurs. On s'attend à ce qu'un ralentissement anticipé en provenance de nos marchés établis soit compensé par un taux de croissance supérieur du nombre de visites en provenance de nos marchés émergents. À ce point-ci, permettez-moi d'inviter Paul Nursi, notre vice-président de la stratégie et de communication générale, à dire un mot sur les occasions que peuvent représenter ces prévisions pour l'industrie. Paul. Merci, Michel. Le Canada, dans son ensemble, bénéficie de la résilience de l'industrie du tourisme. Un fait à noter est que les marchés émergents ciblés par le CCT offrent tout un potentiel commercial très intéressant. En effet, l'Australie et les pays émergents de la Chine, l'Inde et le Brésil sont des marchés en pleine connaissance qui présentent pour vous et pour l'industrie touristique canadienne de nouvelles sources de visiteurs et de revenus. Ces pays ont des économies fortes qui soutiennent des classes moyennes en croissance, ce qui bénéfique
pour le tourisme émetté de ces pays et donc pour le secteur touristique canadien? Merci, Paul. Alors, on parle ici de marché en pleine croissance, des nouveaux pôles de croissance pour le Canada. Un point fort du tourisme est sa résilience face aux soubresauts de l'économie mondiale. Le tourisme est de plus en plus reconnu comme l'une des industries les plus florissantes du monde. En effet, selon l'Organisation mondiale du tourisme, le nombre annuel d'arrivées de touristes internationaux, qui a passé le seuil du milliard en 2012, devrait augmenter en moyenne par 43 millions d'arrivées par année pour atteindre 1,8 milliard d'arrivées d'ici 2030. À l'échelle mondiale, le tourisme représente aujourd'hui une valeur d'exportation annuelle de 1,2 billion de dollars, 9% du PIB mondial et un emploi sur 12. Alors, c'est énorme. En tant que secteur d'exportation, le tourisme se classe maintenant 4e dans le monde, après les carburants, les produits chimiques et les produits automobiles. Au Canada, c'est le secteur d'exportation de services le plus important. Cette perspective touristique globale va se poursuivre avec des destinations existantes et émergentes pour qui le tourisme est bien reconnu comme une source importante de croissance économique. Le Canada devra composer avec une compétition accrue et innover constamment pour bénéficier de cette croissance globale. Le tourisme est aussi un atout majeur qui contribue à l'image de la marque d'un pays et qui contribue indirectement de plusieurs façons à son économie. D'ailleurs, dans l'ère de la mondialisation, un autre point fort du tourisme est qu'il favorise les échanges commerciaux. Le commerce mondial subit actuellement une transformation radicale. En l'espace d'une décennie, les échanges entre les pays émergents du BRIC, soit le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, et les économies établies de l'Amérique du Nord, de l'Europe et du Japon ont progressé de près de 300% pour dépasser les 2 billions de dollars. Les échanges au sein des pays du BRIC, eux, ont augmenté de près de 1000% durant la même période pour atteindre aujourd'hui près de 320 milliards de dollars. Les rênes du pouvoir sont clairement en train de changer de main et de transitionner des économies de l'Ouest vers les économies émergentes de l'Est. C'est d'ailleurs dans ces marchés émergents que nous observons les plus hauts taux de croissance à titre émetteur de tourisme et au niveau des arrivées. Les échanges commerciaux et le tourisme sont reliés. Une étude récente du journal Tourism Economics révèle que ce ne sont pas les échanges commerciaux entre les pays qui entraînent l'augmentation du tourisme, mais bien l'augmentation du tourisme qui favorise les échanges commerciaux. D'après cette étude, la promotion du tourisme en provenance d'un pays aurait pour effet de stimuler les échanges commerciaux. Parlons maintenant des tendances et des possibilités au niveau du voyageur. Que doit-on surveiller? Qui doit-on cibler? Comment les rejoindre et quelles sont les grandes tendances? Mais avant d'aborder ces sujets au niveau du voyageur, je crois qu'il est utile de vous parler de notre modèle qui décrit le cheminement suivi par les consommateurs vers l'achat. Nos recherches dans ce domaine nous ont beaucoup renseigné sur ce processus, en particulier sur l'interaction qu'a le voyageur prospectif avec la marque d'un pays et sur les points de contact qui mènent à une éventuelle prise de décision vers où, quand et comment il voyagera. Jusqu'à récemment, nous prenions pour acquis que ce cheminement se poursuivait comme dans un entonnoir par un simple processus d'élimination à travers lequel le voyageur prospectif effectue un simple choix parmi une liste de destinations en considération dont certaines passent à une étape d'évaluation et qui se complètent avec la sélection de destinations et la réservation du voyage. Dans ce modèle de cheminement, les points de contact qu'ont le consommateur avec la marque sont sous l'emprise du responsable du marketing de l'entreprise, qui est, lui, en mesure d'ajuster les messages en conséquence des motivations et des barrières identifiées par le biais de la recherche ou d'informations provenant des marchés. Alors ici, le responsable du marketing exerce un certain contrôle sur l'information auquel est assujetti le consommateur. Mais dans l'ère digitale et avec la fulgurante popularité des médias sociaux, ici on voit un bouleversement d'interaction entre le consommateur et la marque. Nos travaux de recherche nous ont confirmé que le cheminement du voyageur vers l'achat
s'est transformé en un processus plus élaboré et que le parcours du voyageur vers l'achat forme maintenant une boucle qui se complète par l'exploration de la destination et le partage d'expériences durant et après le voyage, ce qui peut permettre d'accélérer ou tout au moins de faciliter le cheminement des voyageurs prospectifs vers la réservation. Les médias sociaux fournissent aux consommateurs des points de contact avec la marque qu'ils contrôlent maintenant eux-mêmes, ce qui leur permet de faire la promotion ou non, et ça il faut faire attention, d'un produit ou d'une destination à l'extérieur du contrôle qu'exerce le responsable du marketing. C'est une nouvelle dynamique qu'il faut bien comprendre et avec laquelle nous devons composer. Ce parcours bouclé que vous voyez ici à l'écran nous permet d'une part de comprendre avec précision accrue les éléments qui influencent les décisions en matière de voyage et d'autre part de développer une stratégie de communication pertinente en fonction de leurs besoins, de leur perception et de leur comportement à chaque étape du parcours. Alors, qui doit-on surveiller? Parlons démographie en premier lieu. De façon générale, nous faisons face à d'importantes évolutions démographiques. D'un côté, nous avons la génération des plus de 60 ans qui est peut-être celle qui croît le plus rapidement dans le monde à l'heure actuelle. Et de l'autre, nous avons la génération Y, des millénaires, qui ont entre 18 et 29 ans, et qui ont une influence croissante et qui s'affirme de plus en plus. En Chine, la population active devrait atteindre un sommet cette année, tandis que la main-d'œuvre urbaine continue, elle, d'augmenter. Alors, une croissance à 2 temps. Le marché du travail chinois, autrefois dominé par les emplois non spécialisés, requiert de plus en plus des travailleurs spécialisés. Par conséquent, le nombre de jeunes éduqués, bien nantis, grimpant l'échelle sociale, désireux de voyager et prêts à le faire augmente. Les spécialistes du marketing touristique doivent envisager comment bien cibler ce groupe aux revenus discrétionnaires élevés, prêt à rejeter la frugalité des générations précédentes pour faire sa place dans le monde et le découvrir. L'Inde, contrairement à la plupart des autres pays du monde, continuera à voir sa population active augmenter. Cependant, au fil du temps, la tendance continuelle à l'urbanisation aura pour effet de multiplier le nombre de voyageurs indiens se rendant à l'étranger. Aux fins de comparaison, signalons que les économies établies, comme le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont connu ce pivot démographique entre le milieu et la fin des années 1990. Aujourd'hui, ces pays se caractérisent par une population vieillissante et une main-d'œuvre en déclin. En plus d'imposer des pressions sur les régimes de pension et de remettre en question plutôt la planification de la retraite, cette situation pèse lourdement sur les épaules des jeunes travailleurs, réduisant d'autant le bassin des voyageurs munis de fonds discrétionnaires nécessaires pour s'évader. Malgré ce genre de contraintes budgétaires, les jeunes trouvent quand même le moyen de voyager. Étant donné l'évolution démographique qu'on vient de décrire, qui doit-on cibler? Alors, d'un côté, il faudra nécessairement tenir compte du vieillissement de la population et de ses conséquences sur le tourisme. En fait, pour la première fois de l'histoire, les personnes âgées de 65 ans ou plus seront bientôt plus nombreuses que les enfants de moins de 5 ans. Selon les Nations Unies, une personne sur 5 aura 65 ans ou plus d'ici 2035. Par suite, à l'augmentation de l'espérance de vie et de la tendance au mode de vie actif, on peut maintenant s'attendre à passer de 20 à 25% de notre vie à la retraite active. En outre, l'activité physique et intellectuelle étant toujours très populaire au sein des générations suivantes, alors celle d'aujourd'hui, celle de demain, etc., tout indique que les personnes âgées de demain seront encore plus éduquées et cultivées et en meilleure santé. Ils seront des consommateurs extrêmement avertis, désireux d'expériences de voyage semblables à celles que leurs jeunes ont expérimentées, mais des expériences qui tiennent compte évidemment de leur âge et de leur état. Il sera donc crucial de bien comprendre cette demande tout au long du cheminement vers l'achat. Retournons aux jeunes.
La jeunesse, avec sa génération des millénaires, encore une fois ceux qui ont entre 18 et 29 ans, représente pour l'industrie touristique un phénomène démographique en pleine croissance qui demandera une attention particulière. Les jeunes au Canada offrent un potentiel intéressant pour vous et pour nous. D'ailleurs, on compte plus de 5 millions de jeunes Canadiens, soit environ 15% de la population. Comme voyageurs, ils entreprennent généralement des voyages plus longs et au cours desquels ils dépensent plus que les autres groupes. Selon une recherche que nous avons entreprise auprès des jeunes voyageurs canadiens, près des 3/4 d'entre eux dépensent plus de 1 000 $ par voyage. 41% dépensent plus que 2 000 $. La durée moyenne de leur dernier voyage était de 14 jours. Alors, c'est un créneau important. 80% du revenu touristique au Canada est d'origine domestique. C'est un marché qui est vital pour notre industrie touristique. Les jeunes apprennent à aimer les destinations étrangères et à partager les expériences avant même qu'ils aient exploré leur propre pays, le Canada. Les encourager à explorer le Canada en premier permettrait non seulement d'atténuer leur fascination avec les destinations étrangères, mais plus encore de transformer cette génération en partisans du Canada en termes de destination, fiers de partager leur expérience canadienne et de vanter le Canada comme destination touristique incontournable lorsqu'ils font leur voyage à l'étranger éventuellement. Pour que le Canada conserve l'attrait de la jeunesse, les entreprises doivent envisager une stratégie qui cible la génération montante, une génération qui est hautement reliée et qui est au cœur des médias sociaux. Suite à nos recherches, nous savons que ce partage d'expérience est un puissant outil pour le marketing en matière de tourisme. La Commission canadienne du tourisme y a pris note et explore les perspectives d'avenir que ce marché représente pour notre industrie touristique. Alors, voilà pour les changements démographiques. Un autre groupe cible d'intérêt aussi sont ceux qui sont de l'âge de travailler. Aujourd'hui, le flou entre les voyages d'affaires et les voyages d'agrément s'accentue. Plus que jamais, les voyages combinent un volet agrément au voyage d'affaires. D'après l'étude réalisée par Focusrite, 47% des voyageurs d'affaires ajoutent une partie d'agrément à au moins un de leurs voyages à chaque année. C'est une flexibilité qu'ils recherchent dans l'équilibre travail et vie personnelle. Vous direz que cette tendance n'est peut-être pas complètement une nouveauté, mais ce qui est important maintenant de prendre en considération est que les voyageurs sont maintenant branchés de façon quasi perpétuelle et qu'ils ont besoin de cette connectivité. Et qu'ils mélangent non seulement agrément avec affaires, mais de plus en plus, on les voit aussi mélanger affaires avec agrément. Autrement dit, ils partent en vacances et durant ces vacances, ils vont se brancher au bureau pour voir ce qui se passe, finaliser une négociation ou faire quelque chose d'autre. C'est une nouvelle tendance, une tendance émergente. Les voyageurs d'affaires ne quittent jamais vraiment leur bureau virtuel. Le nombre de BlackBerry ou de iPad sur les chaises longues en bordure de la piscine d'hôtel témoigne de ce phénomène. Étant donné qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui se dotent d'un programme de gestion des déplacements, ces voyageurs d'affaires peuvent rechercher eux-mêmes les meilleurs forfaits en matière d'hébergement, de vol et d'expérience locale. Cette tendance devrait inciter les sociétés de voyage à offrir à ces voyageurs une flexibilité accrue et une expérience d'utilisateur améliorée en 2013. Il est important aussi de noter qu'une nouvelle étude publiée par Wyndham Hotel Group aux États-Unis semble confirmer cette tendance, surtout dans le contexte américain, mais aussi global. Leurs résultats révèlent en effet que 25% des voyageurs d'affaires du monde incluent invariablement un segment personnel à l'itinéraire de leur voyage d'affaires. Les 2/3 d'entre eux invitent leur famille à les rejoindre durant le voyage d'affaires, tandis que 52% des voyageurs américains invitent leur famille à les accompagner durant tout le voyage. Ces changements de comportement des voyageurs ouvrent de nouvelles portes aux spécialistes du marketing et aux entreprises touristiques canadiennes désireuses de profiter de la tendance en trouvant des manières inédites d'attirer ces voyageurs.
parlant de BlackBerry et de iPad, qu'en est-il de l'évolution technologique? Ben, depuis quelques années, la prolifération des téléphones intelligents et des tablettes, dont la plupart intègrent des appareils photo de qualité exceptionnelle, a suscité des changements majeurs dans le comportement des visiteurs. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de se brancher partout, quand ils le veulent, souvent sur l'appareil de leur choix. Alors, ça peut être le téléphone le matin, l'ordinateur durant la journée, la tablette en soirée, et de plus en plus, on utilise tous les trois fréquemment. Pour les acteurs de l'industrie touristique, il est important de comprendre l'usage que font les différents consommateurs de leurs divers appareils au fur et à mesure qu'ils avancent dans le processus menant au voyage, de l'étape de la recherche de destination à celle de la réservation et de l'expérience sur place à la phase post-voyage. En outre, comme il est de plus en plus facile d'avoir accès à un réseau sans fil gratuit, les voyageurs ont donc la possibilité de se brancher et de partager leur expérience touristique en temps réel sur les réseaux sociaux. Une chose très importante, cette nouvelle liberté signifie que les spécialistes du marketing touristique ont de moins en moins la maîtrise des messages et que les entreprises doivent compter davantage sur les médias sociaux pour faire passer leur propre message. La plateforme, les messages, quand et comment s'infiltrer dans les communications sont tous des composantes qu'il faut bien comprendre et maîtriser et autour desquelles développer une stratégie appropriée pour comprendre le consommateur et les perceptions associées à notre destination. En effet, les consommateurs semblent avoir beaucoup plus confiance en eux. Ils recherchent la transparence, ils recherchent une information fraîche, personnelle, distinctive, intéressante, généreuse et pas du tout compliquée. Et il semble qu'ils sont en mesure de se fournir cette information-là eux-mêmes. La hausse du nombre de voyageurs internationaux se traduit par une multiplication des récits et des vidéos partagées dans les médias sociaux. Un indicateur intéressant est le baromètre de confiance d'Elderman. Celui-ci mesure la confiance qu'a le public envers les messagers tels que les politiciens, les chefs d'entreprise, vous et moi, et les plateformes utilisées par ces messagers pour livrer les messages, les journaux, les magazines, la télévision et les médias sociaux. Or, pour 2012, le baromètre d'Alderman révèle une baisse générale de la confiance envers les médias en général. Par contre, les médias sociaux, soit les sites de réseautage social, les sites de partage de contenu, les blogs et les sites de microblogage, jouissent de la plus forte hausse du niveau de confiance, soit plus de 75%. Il en découle que le public a plus confiance en lui-même. On peut ainsi y voir une occasion incroyable pour nous de stimuler les voyages au Canada en recourant aux recommandations d'amis et de contacts qui, eux, sont considérés fiables. Le baromètre a également vérifié le nombre de fois que nous devons entendre quelque chose avant d'y croire. 63% des répondants estiment qu'il leur faut de 3 à 5 fois. La recherche d'opinions et de recommandations via les médias sociaux nous permet justement de vérifier les faits sous multiples angles. La réalité maintenant, c'est que c'est le consommateur qui contrôle de plus en plus non seulement le message, mais aussi la marque de commerce. Alors que conclure? Nous devons d'écouter, d'être flexibles et dynamiques afin d'entretenir notre crédibilité. Nos plateformes devront invariablement continuer d'innover pour conserver leur pertinence auprès de notre audience. La prolifération de ces nouvelles technologies et sources d'informations nous expose maintenant de plus en plus à des masses de données volumineuses, ce qu'on appelle souvent par son terme anglais « Big Data ». C'est un domaine qui représente une vaste zone grise dans le marketing touristique, surtout que les voyages figurent parmi les sujets les plus populaires en ligne. Étant donné l'abondance d'informations disponibles par le biais de sondages, des médias sociaux, des programmes de loyauté et des commentaires en temps réel, pour n'en nommer que quelques-uns, les entreprises
ont de plus en plus de mal à trouver le temps et les ressources nécessaires pour trier toutes ces données. Pourtant, l'exploitation de ces données volumineuses est considérée comme la prochaine frontière à franchir dans le domaine de l'innovation, de la concurrence et de la productivité. La société d'experts conseil McKinsey aux États-Unis estime que les détaillants pourraient accroître leur marge d'exploitation par plus de 60% en utilisant ces données intelligemment. Il y a ici à la fois un défi et une belle occasion pour le secteur touristique canadien. Les entreprises innovatrices mesureront leur initiative et prêteront l'oreille aux réseaux sociaux pour juger des choix de leur clientèle et des raisons de ce choix. Mais elles vont aussi devoir se tenir au courant de l'évolution de la technologie et des outils tout en prenant garde de ne pas s'empêtrer dans le monde toujours changeant de la protection de la vie privée des consommateurs. En bout de ligne, profiter de cette tendance est une question d'adaptation au niveau de la gestion de l'information et donc une question de personnel ou d'expertise qui permettra à l'entreprise d'exploiter des données volumineuses provenant de sources multiples. Que réserve l'avenir aux agents de voyage? La progression fulgurante des plateformes numériques, des sites web de consolidation des offres de voyage et des moteurs de réservation éclipse aujourd'hui le rôle des agents de voyage dans le cheminement vers l'achat des consommateurs. Bien que beaucoup d'agences de voyage traditionnelles aient vu leur affaire décliner depuis quelques années, plusieurs relèvent le défi en offrant maintenant des services plus spécialisés. Selon une étude de Focusrite, 75% des consultants en voyage d'agrément ont adopté une spécialisation professionnelle, comme les voyages d'aventure, les croisières, les voyages en groupe ou les mariages et lunes de miel. Ces agents ont intégré la technologie et les réseaux sociaux à leur travail conformément aux demandes des consommateurs. Dans le segment des voyages de luxe, l'immense variété de produits et d'options pousse de plus en plus les voyageurs à confier à des spécialistes les décisions et la planification du détail de leurs vacances. Ceci étant dit, le consommateur est informé. Plusieurs études démontrent que les voyageurs font souvent leur devoir de recherche avant de visiter un consultant. Selon une étude récente de Thomas Cook, la popularité des appareils électroniques ne se dément pas quand il s'agit de chercher des idées de voyage. Mais 46% de leurs clients préfèrent tout de même réserver leurs vacances en personne et donc par le biais d'un agent de voyage. Les agents de voyage continuent à jouer un rôle essentiel, particulièrement dans les marchés émergents qui intéressent le Canada, comme l'Inde et la Chine. Mais malgré la présence accrue des outils en ligne, des programmes tels que le programme des spécialistes du Canada, de la Commission canadienne du tourisme, qui, soit dit en passant, compte plus de 10 000 agents autorisés à travers le monde, conservent toute leur pertinence. Parlons maintenant de l'évolution technologique dans le transport aérien. Les fabricants d'avions offrent au secteur du transport aérien des appareils grandement améliorés. L'Airbus A380 à 2 étages, mis en service en 2007, en est un exemple. C'est le plus gros appareil commercial au monde. Il peut transporter 853 passagers sur plus de 15 000 km. Alors, c'est vraiment un appareil qui est conçu autour d'une stratégie plaque tournante. Mais ce qui crée de l'enthousiasme présentement, ce sont les appareils de taille intermédiaire qui consomment moins de carburant et qui ont le potentiel de révolutionner l'industrie aéronautique. Le nouvel appareil de Boeing, le Dreamliner 787, en est le premier de cette catégorie. Airbus aura sa propre version avec le A350X, dont les premières livraisons sont prévues pour 2014. Le Dreamliner est fabriqué d'un fuselage en fibre de carbone spécialisé ou spécial qui offre une efficacité énergétique supérieure de 20% et qui permet à cet appareil d'atteindre des distances de plus de 15 000 km. Distance qui n'était réservée auparavant qu'aux plus gros appareils comme le Airbus A380 que nous avons mentionné précédemment ou le Boeing 747.
Cet appareil a été conçu pour contourner les plaques tournantes et répondre à une demande croissante pour les liaisons point à point entre une grande ville et une ville de taille moyenne ou encore entre deux villes de taille moyenne. À ce point-ci, permettez-moi d'inviter à nouveau Paul Nursey pour vous parler de l'importance que recèle ce développement dans le secteur aérien. Paul, qu'est-ce que ce progrès technologique dans le domaine aéronautique pourrait, hypothétiquement, représenter pour l'industrie touristique? Merci Michel, c'est une très bonne question. C'est très important pour un pays comme Canada, avec pas beaucoup de grandes villes et beaucoup de villes à taille moyenne. Les nouveaux appareils tels que le Dreamliner auront le potentiel de transformer le transport aérien des passagers en permettant aux compagnies aériennes d'offrir de manière économique et profitable des liaisons sans escale dans plus direct entre les destinations long courrier. Ce progrès technologique donne le potentiel de simplifier les itinéraires et de permettre aux voyageurs de passer moins de temps à se rendre à la destination et plus de temps pour profiter de la destination. Que ce soit pour un voyage d'affaires ou pour un voyage d'agrément. Mais ça, évidemment, c'est les compagnies aériennes eux-mêmes qui en feront les décisions selon leur intérêt économique et stratégique. Mais pour le Canada, c'est la technologie très intéressante que nous suivons très prochement. Merci, Paul. Parfait. Donc, c'est une technologie qui va ouvrir des portes et qui va rendre les voyages beaucoup plus rapides. Oui. Revenons à une autre tendance maintenant aussi qui concerne les voyageurs. Les voyageurs sollicitent maintenant des expériences qui stimulent les 5 sens. On prévoit que de plus en plus de voyageurs étrangers rechercheront des destinations offrant des expériences de vacances authentiques, qui vont leur permettre de se débrancher du quotidien pour créer des liens avec le milieu réel qui les entoure. Ces visiteurs veulent vivre l'expérience de leur destination de toutes les manières possibles, par la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. La demande touristique est à l'heure d'expériences locales, uniques et fraîches. Le Canada est très bien positionné pour rencontrer ces attentes. Nous possédons des trésors d'expériences touristiques qui stimulent les sens et qui recueillent d'ailleurs invariablement des éloges à l'échelle internationale. Vous avez ici un exemple du National Geographic qui mentionne le Great Bear, la forêt pluviale Great Bear en Colombie-Britannique. On parle aussi du Cap Breton. Il y a le Lonely Planet qui nomme Montréal comme destination en 2013 et le Yukon aussi comme destination sauvage. Alors, beaucoup d'appalaches autour du monde. De plus en plus, les voyageurs de tout âge, et donc pas seulement ceux qui ont entre 35 et 47 ans, sont à la recherche de ce type d'expérience. Le programme de collection d'expériences canadiennes distinctives à la Commission canadienne du tourisme s'avère ici un exemple pertinent. En effet, cette collection pan-canadienne répond à cette demande en mettant en valeur précisément le genre d'expériences touristiques qui font appel à tous les sens. Finalement, avant de fermer la boucle, un mot sur la tendance au sevrage numérique. Ceci peut sembler quelque peu contradictoire étant donné la tendance du flou entre les voyages d'affaires et les voyages d'agrément mentionnés un peu plus tôt. Mais débordés par le rythme incessant et les engagements de leur mode de vie branché, les consommateurs sont en quête de refuge hors ligne. La simple possibilité d'éteindre téléphone, tablette et ordinateur et de se débrancher du réseau de la vie moderne leur apparaît souvent comme une expérience touristique de plus en plus précieuse. Le sevrage numérique, c'est une coupure volontaire avec le flux incessant de courriels, de messages textes, de micro-billets, de mises à jour Facebook et de discussions de groupe qui encombrent notre quotidien. C'est tout simplement se débrancher et partir. Certains hôtels offrent maintenant des forfaits bien-être qui ajoutent un volet technologique en limitant les activités numériques de leurs invités. Pour les consommateurs branchés, des séjours axés sur la détente,
l'équilibre et le renouveau spirituel exercent un attrait plus puissant que les destinations ou des centres de villégiature traditionnels. Les centres de méditation, les spas, les centres de villégiature en pleine nature sont d'ailleurs le genre de refuge feutré que le quotidien Huffington Post classe parmi les principales tendances touristiques en 2013. C'est une tendance d'ailleurs qu'a mis en vedette le Globe and Mail dans son édition de la fin de semaine dernière. Alors, voilà pour les grandes tendances et perspectives d'influence sur la demande touristique. La boucle du cheminement du voyageur vers l'achat, que nous vous avons présenté un peu plus tôt, nous renseigne sur les nombreux points de contact qu'a le consommateur avec la marque, et ça tout au long du parcours, à partir de la connaissance qu'ils ont de la destination, jusqu'à la réservation, ainsi que durant et après l'expérience de voyage. Notre succès dépend beaucoup de notre capacité à anticiper les tendances et les possibilités qui affectent le visiteur prospectif tout au long de ce parcours et à aligner nos services en conséquence pour qu'ils résonnent avec lui ou avec elle. Le modèle bouclé du cheminement d'achat du voyageur est pour nous un outil de travail puissant qui nous permet de bien comprendre le rôle que joue le partage avec leur communauté que font les voyageurs de leur expérience de voyage au Canada. Assurer une transition sans faille entre les étapes du cheminement est crucial et il devient donc essentiel d'écouter les conversations plutôt que d'essayer de les contrôler. C'est une approche de marketing peu coûteuse, mais très efficace. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des grandes tendances? Bien, premièrement, l'incertitude économique qu'on a connue au cours des dernières années fait maintenant place à une nouvelle norme de stabilité, ce qui facilite la planification du voyage. Deuxièmement, il ne faut pas s'en cacher, le Canada est perçu comme une destination coûteuse. Pour pallier à cette perception, il faudra mettre l'accent sur la qualité de l'expérience et mettre en valeur leur rapport qualité-prix. Alors, qu'est-ce qu'il faudra chercher? Ici, on a plusieurs points qu'on a ressortis de la présentation. Il faudra chercher, premièrement, à exploiter les marchés. On a parlé ici du marché de la jeunesse qui est instruite, branchée et mobile, qui souhaite s'épanouir. On a parlé aussi d'une population vieillissante qui est toujours désireuse de voyager, de vivre des expériences uniques. Mais il faudra être sensible à la question d'accessibilité pour eux. Il faudra écouter la conversation et développer une stratégie globale relative aux médias sociaux. Ceci n'est plus seulement un élément souhaitable, mais un pilier essentiel du marketing et de l'image de marque. Il faudra aussi accepter le fait que les consommateurs contrôlent de plus en plus le message et il faudra apprendre à faire le tri parmi les innombrables données du monde numérique pour mieux les comprendre et développer nos stratégies d'affaires. Il faudra aussi faciliter les décisions de voyage. On a parlé ici des agents de voyage spécialisés, du rôle potentiel qu'ils peuvent jouer. On a parlé aussi du flou entre les voyages d'affaires et les voyages d'agrément. Il faudra comprendre aussi comment utiliser les multitudes de formes d'écran sur lesquelles les consommateurs sont branchés. Et finalement, il faudra aussi apprendre à continuer à adapter la gamme de nos produits, de notre offre, en fonction des voyages axés sur l'expérience qui stimule les 5 sens et qui rencontre cette soif que les voyageurs ont en quête d'expériences significatives et originales. Alors voilà, j'espère que l'information que nous vous avons présentée ici vous sera utile. Et sur ce, je repasse le micro à Kate. Oh, merci Michel. Nous avons reçu quelques questions et je vais vous poser. Au premier, nous savons qu'il n'est pas facile de trouver la bonne approche en matière de marketing par les médias sociaux. Et la présentation d'aujourd'hui met l'accent sur l'importance des différents écrans et les façons de toucher les clients. Quel est le meilleur conseil en matière des médias sociaux que le CCC pourrait donner aux entreprises touristiques? C'est avec plaisir que je vais répondre à cette question. On pourrait certainement y consacrer un webinaire complet et puis nous avons des spécialistes aussi qui pourraient nous donner des réponses beaucoup très détaillées. Mais ce sera quelque chose que nous pourrons peut-être faire plus tard. Mais en général, il
faut vraiment mettre l'accent sur les produits, travailler avec les entreprises de notre industrie pour mettre au point les meilleures expériences touristiques possibles pour les voyageurs. Et sans cela, c'est très difficile d'aller sur les médias sociaux et vendre nos produits. Il faut apprendre à écouter et participer. Les gens parlent de leur expérience en ligne. Vous devez donc être à l'écoute pour savoir ce qui se dit de votre produit, de notre destination. Et il faut être aussi humain lorsqu'on s'embarque avec les médias sociaux et ne pas limiter les messages à l'autopromotion, mais permettre au public, aux voyageurs, de faire la promotion de notre destination. Il faut aussi apprendre, comme je l'ai mentionné durant la présentation, à mesurer, à analyser aussi les données qu'on peut retirer des médias sociaux et faire preuve aussi de souplesse. Et ne pas laisser passer des occasions qui peuvent avoir des retombées favorables importantes sur notre destination. Bon, merci Michel. Une question pour vous, Paul. On dit partout que la Chine est le marché qui présente le plus de potentiel. Mais comment les petites entreprises peuvent-elles en tirer parti? C'est une très bonne question parce que le marché chinois s'agrandit très vitement, mais c'est aussi un marché très complexe. Donc, c'est une source formidable de voyageurs internationaux qui s'intéressent au Canada et qui a un bon revenu disponible. Par l'année 2020, il y aura 100 millions de voyageurs à l'extérieur de la Chine. Donc, nous vous conseillerons donc de faire vos recherches et d'étudier celles qui nous faisons. Utilisez les ressources que nous mettrons à votre disposition. Regardez que fait les bonnes affaires et pourquoi. Regardez aussi les critères de sélection des expériences canadiennes distinctives. Serez-vous en référence pour cibler les voyageurs internationaux? Mais plus important pour les petits et moyens entreprises, c'est de travailler avec votre organisation de promotion de destination dans les villes ou les régions locales, parce qu'ils ont des connaissances du marché chinois aussi, et aussi de votre organisation de promotion provinciale. C'est la plus facile lien entre votre entreprise et des experts de promotion, et c'est nous à la société qui travaille avec les organisations de promotion provinciale. Donc, il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'informations sur notre site à la société, mais il faut bien étudier le marché chinois pour le comprendre avant de la cibler. Merci, Paul. Une dernière question qui vient de Béatrice. Quelle est la garantie de succès de l'utilisation des réseaux sociaux sur les autres continents? D'accord. Merci, Kate. Merci, Béatrice, pour la question. Les médias sociaux sont de plus en plus importants dans la communication, ça on le sait. Oui, certains marchés sont plus avancés que d'autres, mais les médias sociaux sont de plus en plus populaires partout et surtout comme forme d'inspiration. En Allemagne, 60% des voyageurs de notre patient explorateur cible utilisent Facebook et 45% YouTube. Alors, c'est très populaire et c'est incontournable où qu'on soit. Merci à tous d'avoir été parmi aujourd'hui. Au plaisir de vous voir à Rendez-vous Canada le mois prochain à Ottawa ou à un environnement touristique dans votre région. Suivez-nous sur Twitter ou Facebook et visitez notre site web d'entreprise souvent. Explorer sans fait. Merci, bonne journée.